Voilà, et on tente d'aller plus loin avec vous, Bruno Darro. Bonjour Bruno. Bonjour On Elisabeth. s'intéresse évidemment au sort de Severodonetsk, hein, cette ville stratégique de l'Est, ville présentée comme clé. Les Russes disent avoir pris la majeure partie de cette localité, se diriger à présent vers le centre. En quoi la prise de cette ville, qui s'annonce longue, serait-elle stratégique pour Moscou? Eh bien, effectivement, ce serait stratégique dans la mesure pour les Russes où, une fois cette ville prise, en fait, ils pourraient plus facilement contrôler les zones du Donbass On a la qui ne carte sont pas derrière vous. encore voilà, sous leur contrôle. En fait, vous voyez, c'est voilà, c'est ce rond-là où on voit très bien Severodonetsk et Lysychansk à côté d'ailleurs. Ils ont besoin de contrôler cette ville pour pouvoir conquérir toute cette partie qui leur manque et qui viendrait parachever leur contrôle du Donbass. Donc c'est important d'un point de vue stratégique, c'est important aussi pour Vladimir Poutine, pour l'affichage de la conduite de la guerre, car je vous rappelle que c'est la deuxième stratégie russe, après la première qui a un peu lamentablement échoué, hein, où il s'agissait d'envahir tous azimuts le pays pour conquérir tout le territoire ukrainien. La deuxième stratégie, c'est se concentrer sur l'Est, donc il faut absolument que ça marche, d'où cette obsession russe sur Severodonetsk. Et de fait, les Russes progressent vers le centre de la ville. Le président Zelensky lui-même reconnaît que les combats sont très difficiles pour les soldats ukrainiens. Regardez, ça c'était l'un de ses derniers tweets sur le sujet. Alors néanmoins, selon les renseignements américains qui sont cités par nos confrères du New York Times, tout ne se passe pas très bien pour les Russes. Il y a décidément une question de mauvaise organisation, de mauvaise logistique, une question de motivation peu élevée chez les combattants russes. Il y a eu beaucoup de pertes depuis la fin février. Les services américains pointent notamment le comportement extrêmement prudent des pilotes russes qui bombardent les territoires de l'Est ukrainien et qui ensuite retournent tout de suite au-dessus du sol de la Fédération de Russie. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'aviation russe n'a pas le contrôle de la maîtrise du ciel ukrainien, alors que ce serait possible. Et le nouvel homme fort de l'armée russe, le général Alexander Dvornikov, qu'on présentait comme un peu le grand Manitou qui allait justement permettre à cette deuxième phase de la stratégie de réussir, eh bien ce général Dvornikov, on ne l'a pas vu depuis 2 semaines. Les Ukrainiens qui accusent les Russes de crimes de guerre aujourd'hui. Moscou qui serait prête à tout pour arriver à ses fins. Selon la procureure générale de Kiev, plusieurs milliers de crimes de guerre présumés auraient été commis. Donc. Oui, et selon la procureure, on serait autour de 15 000 cas de crimes de guerre présumés. Alors les soupçons ukrainiens, parce que pour le moment c'est la procureure qui le dit, mais évidemment on va rester prudent. Les soupçons ukrainiens, en fait, portent sur des transferts sous la contrainte de personnes ukrainiennes vers plusieurs régions de Russie, soupçons de torture, de meurtre de civils, de destruction volontaire d'infrastructures civiles. Alors, dans cette affaire, l'Ukraine peut compter sur le soutien de la CPI, la Cour pénale internationale, et sur le soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France d'ailleurs, qui a par exemple envoyé des équipes de gendarmerie pour aider au recueil de preuves rapides sur le terrain de ces crimes de guerre. Ça a été fait par exemple à Boutcha, pour permettre ensuite à la justice et à la CPI de lancer des procédures contre les soldats et responsables russes qui sont impliqués dans ces crimes de guerre. L'enjeu, en fait, pour la justice ukrainienne, c'est un enjeu compliqué, c'est d'aller à la fois vite et lentement. D'aller vite pour recueillir les témoignages et les preuves de crimes de guerre, mais d'aller aussi assez lentement pour ne pas organiser des procès expéditifs sans observateurs internationaux, pour rester, en fait, dans l'état de droit et éviter de se retrouver pointé du doigt par Moscou qui serait trop content de l'occasion. Un équilibre, vous le voyez, difficile mais indispensable pour que ces crimes soient un jour punis avec une véritable justice. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage.